Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous accueillir et de vous savoir également très nombreux pour les thématiques qui nous réunissent ce jour. Nous parlons de la DE Lonato avec l'analyse et décryptage des résultats du troisième chapitre égrené en fin de semaine. La première victoire de la saison du promu CDF ACNOU, le premier revers de l'étoile filante, également un autre promu. Et que dire des 3 défaites de suite en autant de matchs de Gomido et de la SOTR. Nous évoquons également le CHAN avec le tableau complet des pays qualifiés pour cette compétition en 2025, sauf la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ne seront pas de la partie. Et nous allons terminer cette émission avec la séquence rétro. Nous parlons du Togo en tennis de table et en tennis naturellement. Voilà pour les thématiques du jour. Bienvenue à tous. Tout de suite, la première fenêtre. Messieurs, bonjour, Etchevitengue, et encore bienvenue sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et tous, au plaisir d'être là. Vous allez bien? Ça va, ça va. Merci encore une fois, on vous souhaite une formidable année 2025. Hein. Merci beaucoup, pareil également. Merci beaucoup. Une année pleine de lumière également, vous, mon cher Charles, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour aux téléspectateurs. Tout est plaisir de retrouver le plateau de SOS Docteur TV. Vous vous sentez bien, j'espère. Oh oui, pour parler encore du sport. Du avec, sport. Mon ami Spiro. Ah oui, tout le temps, qui est là, bien sûr, en bonne compagnie. Messieurs, on va parler de la 3e journée de la DE Lonato avec ses rencontres et les résultats que nous avons enregistrés cette fin de semaine. D'abord, parlons du CDF ACNOU, la première, pour dire en tout cas, première victoire à la maison. On pourra dire le promu, mine de rien. Il a fallu attendre la 3e journée pour voir une première victoire. On ne va pas trop les accabler. On accepte match par match avec les résultats qu'on a. Oui, je pense que lors de la première journée, CDF ACNOU avait fait un match nul. La deuxième journée n'a pas été disputée. Ça devait être face à l'ASCK dont les joueurs étaient en regroupement au niveau de l'équipe nationale. Et la 3e journée, hop, une victoire face à la SOTR. Ben, je pense que ça fait du bien pour le moral de cette équipe. Une jeune et dynamique équipe que nous avons connue en 2e division qui en tout cas doit s'imposer parce que quand vous voyez un peu le jeu déroulé par cette formation en 2e division, tout le monde était d'accord que en tout cas c'était la meilleure équipe de la D2. Maintenant en D1, vous pouvez bien jouer et ne pas gagner. Face à la SOTR qui est en difficulté en ce début de saison, je pense que les hommes de Wassirou Agrien ont su faire la différence au cours de cette partie et je pense que ça va donner plus de morale à ces jeunes parce que ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui jouent dans cette formation. Ça va leur donner plus de morale, ça va même leur enlever la peur de pouvoir affronter les grands de cette première division quand on sait que la SOTR avait bien terminé la saison dernière à la 3e place. Exactement. Et qui en tout cas a des difficultés l'année suivante. Beaucoup de difficultés. Oh oui, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le moral de cette équipe de Bafilo. Maintenant, derrière la SOTR, je pense que c'était la toute première fois où l'entraîneur au clos prenait officiellement place sur le banc de la SOTR. Je l'avais dit la fois dernière qu'il n'a pas participé au recrutement de l'équipe. Vous l'avez dit, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure du cas de la SOTR. Dans le courant de nos analyses, on va rester sur le CDF ACNOU. 3-1. Klidje Claude et puis doublé de Yao Jules Ziamale. Est-ce qu'on pourra dire que oui, c'est lancé pour le CDF ACNOU? Oui, c'est lancé pour cette équipe-là. Charles a quand même souligné tout à l'heure cette équipe qui nous a émerveillé de par son football proposé lors de la saison dernière quand ils étaient bien sûr en 2e division. Presque toute l'ossature est là. C'est une équipe qui a préparé quand même cette montée en discrétion où on n'a pas vu les matchs amicaux se multiplier tout de suite. Mais en amont, on va se dire que voilà, c'est un travail qui a été continuel au niveau de cette équipe qui a retrouvé la montée. La surprise d'ailleurs, mais quand vous prenez l'équipe d'abord en dehors, c'est la première équipe qui, à chaque veille de match, organise une conférence de presse face aux acteurs, c'est la particularité. C'est la particularité. Et on parle du football professionnel. Et aujourd'hui, quand on prend le CDF ACNOU, ils sont sur la voie du professionnalisme. Personne ne va me dire aujourd'hui le contraire. Une équipe qui organise une conférence de presse avec son entraîneur, et pas que avec le capitaine, mais
c'est du turnover au niveau des joueurs qui viennent parler devant la presse. Ben, vous appréciez pour une première dans l'histoire du football togolais, on retrouve un club qui répond quand même aux critères des clubs professionnels. Exact. Félicitations. N'est-ce pas? Félicitations. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut que les autres puissent emboîter également les pas. Ça permet aux joueurs de s'exprimer, de ne pas avoir peur du micro, parce que les joueurs togolais, entre guillemets, ils ont tellement peur du micro, ils n'arrivent plus à s'exprimer comme cela se doit. Mais quelque part, pour moi, ça devient une motivation pour ces joueurs-là. Et quand vous venez sur la pelouse, d'abord, au niveau du jeu, au niveau de la tactique, on sent en même temps que c'est une équipe qui s'est préparée pour. Et on voit également des supporters disciplinés. Disciplinés, très très disciplinés. Il y a un président pour ses supporters qui sont vraiment instruits comment supporter, comment être fair play. Tout est bien organisé pour moi. C'est une équipe qui, je vous dis, va quand même bousculer la hiérarchie. Et quand je vois le niveau, moi j'ai déjà suivi 2-3 matchs, quand je vois le niveau, cette équipe de CDF Aknou avec l'effectif qui est très jeune, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Et les autres équipes, c'est un peu vieillissant au niveau des joueurs. Mais quand on a des joueurs très frais, c'est un atout pour eux. Un très bon atout. Il faut répondre au niveau du banc également parce que ça va durer le championnat. Absolument. Donc il faut répondre dans tous les compartiments. Pour moi, cette équipe, il faut compter avec elle parce qu'on aura beaucoup de surprises. Aujourd'hui, ça paye pour cette première victoire avec la manière. Et à la mi-temps de chaque rencontre, il y a du spectacle. Oui, exactement. On ne demande pas mieux, Charles. N'est-ce pas? Ils continuent vivement et voilà, on va compter avec eux. On va parler désormais, messieurs, de l'autre promu. C'est une équipe que l'on connaît très bien dans notre championnat. Il y a des lustres. On parle de l'Étoile filante de Lomé, Charles D'Arnesto. La dernière fois, cette équipe de l'Étoile filante qui a fait le déplacement et qui a subi sa première défaite de la saison, après 2 victoires de suite. Comment vous interprétez tout ça, Charles? Non, mais je pense que ça doit arriver. Et c'est arrivé. Ce n'est pas parce que il est dans la philosophie. Hein. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez bien entamé le championnat que forcément vous devez bien le poursuivre. Oui. Vous savez, quand vous voyez un peu, on peut se dire qu'il y a l'Harmattan qui a également joué contre l'Étoile filante parce que le climat n'est pas tellement assez favorable, c'est-à-dire que il y a la fraîcheur, la poussière, mais au même moment il y a également cette chaleur-là qui doit gêner les joueurs. Maintenant, l'entraîneur, dans sa communication d'après-match, il faisait comprendre que c'était plus des erreurs de concentration et puis de communication. Ben, quand vous voyez un peu le score, 3-2, ça veut dire que au niveau des deux côtés, ça a vraiment joué. Exactement. Maintenant, c'est le manque de concentration qui a permis à Doumbé de Mango de prendre l'avance dans cette rencontre. Bon, pour moi, je pense que le déplacement n'a pas été fructueux pour l'Étoile filante de Lomé. Donc, le travail doit continuer. Surtout que on sait que ces 2 clubs-là sont en train de jouer le maintien. Et bien, maintenant, face à Doumbé qui avait déjà subi une défaite lors de la première journée, qui, en tout cas, peu à peu est en train de se relancer. Ben, on sait que désormais, à la fin du championnat, il doit y avoir des relégués. Donc, tout le monde est en train de préparer son maintien comme cela. Mais bon, je pense que c'est un faux pas pour l'Étoile filante, puisque on sait que c'est une équipe aussi qui joue bien, une équipe qui a su garder son effectif de la 2e division et qui encore a su avoir 3 ou 4 joueurs expérimentés qui ont fait avec ASCO et ASK. Donc c'est un faux pas. Moi je considère cela comme un faux pas. Et je me dis que lors de la 4e journée, l'Étoile filante va se relancer. Relever la tête pour Viva Filante. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, un faux pas qui quand même bien à prendre. Parce que là, 2 victoires d'affilée. Vous voulez dire que cette défaite arrive bien pour pouvoir se remettre en cause? Pour se remettre en cause, parce que quand vous prenez l'entraîneur qui à la fin un lancement particulier sur la concentration, c'est très important. Il y a la tactique au niveau de la gestion également quand on joue un match de football. Grâce à Jamiou qui a marqué ce doublé, Fama, pardon. L'Étoile filante menait 2-0. Exactement. Et il s'est fait rejoindre 2 fois, 3 fois. Doumbé s'est réveillé. La remontada au niveau de Doumbé. Ça va sans dire que voilà, dans la gestion,
au niveau de ce match-là, ça n'a pas été tout à fait ça. Oui. Et psychologiquement, nos équipes doivent être préparées pour cela. Aujourd'hui, Ben Tété Adjakpa, qui est parti de l'autre côté du Maroc pour pouvoir se faire former, il doit travailler également à ce niveau. On ne va pas l'apprendre. Quand même pas son du métier. tout, pas du tout. Quand vous êtes une équipe, vous venez, il y a une tactique à mettre en place pour pouvoir gérer ce score-là. Et ça manque énormément à nos clubs. On l'a vu d'abord au niveau avec les éperviers où on va y arriver là-bas. Donc pour moi, c'est une défaite qui est bonne à prendre pour se dire tout de suite dans la tête comme quoi, on n'est pas encore arrivé, on vient de rentrer dans la danse. Il faut juste rester tout simplement sur ses lauriers et se dire que voilà, devant... ça va être très compliqué. Une question à 30 secondes. Le fait d'avoir maintenu Ben Tété Adjakpa sur le banc de l'Étoile, c'est une bonne manière de faire les choses? Oui, une bonne manière dans la continuité, parce que quand vous allez chercher à avoir un nouvel entraîneur, ça va être très très compliqué. Il y en a qui réalisent la promotion et puis après on les gare, on va chercher quelqu'un d'autre. C'est ce qui est dommage également pour nos clubs qui ne veulent pas rester dans la continuité de la longue durée. Aujourd'hui, un entraîneur, si c'est dans le bon sens du terme, avec un contrat bien défini, le cahier de charge est là. S'il ne répond pas aux attentes avec les résultats qui suivent, s'il y a à se séparer, on le fait amicalement. Mais si c'est sur un long terme avec un projet mis en place, il faut continuer avec cet entraîneur et mettre les moyens en place pour que le club soit juste en place, c'est tout. Excellent. Le cas sur Ben Tété Adjakpa, de le garder en place à la tête de l'Étoile. Je me dis que Ben Tété peut-être a une histoire avec l'Étoile filante de Lomé. Ça, c'est vrai. On a vu, il était là à 2 reprises. Oui. L'Étoile filante avait frôlé la montée. Il était parti lors d'une saison. Exact. Tout le monde a vu le résultat. L'Étoile filante s'est retrouvé carrément en bas du classement. Son retour a encore donné de la joie aux supporters et on a retrouvé l'Étoile filante la saison qui a suivi en première division. Donc moi je me dis que c'est bien pour les dirigeants de maintenir. Vous l'avez si bien dit, on va venir sur le cas d'un autre club par rapport à la gestion du banc, la gestion des joueurs. Je pense que c'est très important. Oui. Je l'ai même dit la fois dernière que quand vous signez un joueur pour une saison, c'est que vous n'avez pas d'ambition. N'est-ce pas? Messieurs, on continue nos décryptages, nos analyses concernant la B1 Lonato. Nous parlons toujours des résultats de la 3e journée. Nous nous intéressons désormais à Gomido de Palimé. Cette équipe, ça fait 3 matchs, 3 défaites. La dernière, c'était à la maison face à Bolwessou. Mon cher Charles, quand on voit une équipe de Gomido avec toujours Jean-Paul Dossé-Abalo aux affaires, le staff technique qui n'a pas forcément changé, qu'est-ce qui se passe justement chez les Showboys? Non, je pense que le public doit être habitué. L'équipe de Gomido de Palimé, moi en tout cas, je pense que ce sont les dirigeants qui ont plus l'habitude de... comment dit-on, de vendre du rêve. Voilà, vendre du rêve aux supporters. Oui. Mais en réalité, derrière, c'est du flop, quoi. Non, mais vous savez, je voyais un dirigeant proche de l'équipe qui, sur les réseaux sociaux, expliquait aujourd'hui que c'est décevant de laisser partir 15 joueurs de l'effectif et de les faire remplacer. Mais sont-ils payés aussi cher? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on puisse s'en débarrasser, en tout cas, d'une telle quantité de joueurs? Non, mais est-ce que c'est se débarrasser des joueurs? Je pense que des joueurs qui ont signé une saison, je pense qu'à la fin de la saison, ils ont trouvé mieux ailleurs, ils vont partir. Si le joueur, il est signé pour 2 ans, 2 saisons, 3 saisons, parce qu'on parle plus de saisons, on ne parle pas d'années. Parce que durant la trêve, on n'est plus payé. Et donc, je pense qu'il est vraiment très important quand on a de l'ambition de faire signer les joueurs, les encadreurs pour une bonne période. Vous pensez que la politique n'est pas bonne à Gomido? Non, ce n'est pas Gomido seul, c'est dans la plupart de nos clubs. Mais vous savez, quand vous perdez 15 joueurs, c'est pratiquement une équipe et 4 remplaçants. Oui, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Maintenant, l'entraîneur, il a mis en place quelque chose qui a marché. Bon, il comptait récidiver pour faire du résultat. Voilà, maintenant, il faut reprendre. Si à chaque fois vous devez reprendre, il va vous arriver à un moment où la reprise vous sera difficile. Je pense que c'est ce qui arrive à Gomido. Tout le monde connaît la compétence de Didier Amégan et de Jean-Paul Abalo, mais après 3 journées, ça ne marche toujours pas, des défaites sur des défaites. Mais bon, au niveau du public sportif, on dit il n'y a pas à s'alarmer. Il reste patient.
Oui, le public reste patient. C'est vrai que hier, par rapport à une situation, il y avait eu un peu de bruit dans les vestiaires et dans les tribunes. Oui. Mais bon, on s'est vite calmé. Ben, je pense que avec le temps, ça va venir. Surtout que moi, je l'ai dit, Gomido cette saison n'a pas d'ambition d'aller jouer le titre. Vivement un maintien, mais pas comme il y a de cela 2 ans, oui. où on avait fait appel à Tony Agbessi, oui, tout à fait. venu. Non, franchement, je pense qu'au niveau de Cloto mérite mieux que cela. On vous sent déçu, hein? Non, ben moi, ça fait pratiquement 5 ans que je suis vraiment cette équipe-là. On vend trop de rêves, mais derrière, il y a rien. Oui. Or, Cloto regorge de talent, Cloto regorge de personnalités qui peuvent vraiment accompagner cette équipe-là à jouer les grands rôles. Gomido, Jean-Paul Dossé, il est là, accompagné de Didier Amégan. 3 matchs, 3 défaites. La dernière fois, ils ont perdu 2 buts contre 3 face à Gbolwessou. Ils ont marqué, ils ont quand même eu des occasions. Mais comme à l'arrivée, voilà quoi. C'est du regret, de la déception encore une fois. Ça fait 3 revers, des revers à la maison, à domicile. C'est ce qui craint énormément. Moi, j'ai suivi quand même le match face à l'Entente-2. Oui. Où on a vu leur défenseur, Corentin Thierry, qui était de l'autre côté de l'Entente-2. Quand vous le voyez jouer contre son ancienne équipe, on sent en même temps que voilà, c'est un joueur très déterminé à montrer tout de suite à ses dirigeants comme quoi il méritait d'être à Gomido. Ça a été le véritable problème de cette équipe des Showboys, c'est la gestion de ces joueurs. Est-ce qu'on a l'ambition de rentrer dans l'histoire? Surtout quand on signe 1 an pour un joueur, c'est que... pas un an, une saison. On n'est pas ambitieux. Quand on est ambitieux, c'est sur la longue durée. Et ça, c'est également comment faire pour retenir les joueurs. Qu'est-ce qu'on propose aux joueurs? C'est là que je vais aller accuser un peu à Balo Tossé et à Megadizier. Oui, allez-y. Aujourd'hui, c'est quand même des noms qui sont connus dans l'histoire du football togolais qui, aujourd'hui, nous font croire que voilà, on peut compter avec nos locaux. Mais arrivé à un moment donné, quand vous êtes un entraîneur, il faut savoir dire non. Il faut dire stop. Il faut rendre le tablé quand ça ne va pas. Est-ce qu'Abalo Tossé et Amégan Didier eux-mêmes ont des ambitions aujourd'hui d'aller chercher le titre avec Gomido? Quand vous n'avez pas les moyens, dites aux dirigeants, j'ai pas les moyens. Et on parle de ressources humaines également. Ah oui, très important. Donc quand ce n'est pas le cas, retirez-vous. Comme ça, les dirigeants comprendront que vous les sentez complaisants par rapport à cette situation? Moi, je comprends. Lui, il nous dit à la fin de ce match, face à Gbolwessou, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à expliquer. Qui me dit quand même ce qui ne va pas. Ça joue, mais ça ne gagne pas. Ça joue, ça ne gagne pas. Mais cette équipe, défensivement, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas tenir. Ils ont pris 3 buts à la maison. Oui, moi, j'ai vu cette équipe au stade de JCA face à l'Entente-2. L'Entente-2, bien sûr. Mais ce n'est pas une équipe de l'Entente-2 qui a un attaquant tueur, mais c'est complètement une défense qui était à la rue. Problème de placement, de remontée, un gardien qui n'arrive pas à communiquer avec la défense. Ils ont pris 2 buts le jour-là, on se rappelle. Ça peut pas marcher, hein. Ça peut pas marcher. Ça craint. Moi, je crains une relégation pour cette équipe de Gomido si les dirigeants se lèvent pas tout de suite pour faire des recrutements dignes de ce nom. Abalo et Amégan ne feront pas de la magie. Ils vont descendre en enfer. Les Showboys, pour l'instant, le feu Zoumbili, il est vraiment éteint, parce que là, pour l'instant, le feu ne brûle pas comme il se doit. Une autre équipe également dans la galère, il s'agit de la SOTR. Pour l'instant, toujours pas de victoire. Et dites que cette équipe, la saison dernière, a terminé 3e, mais l'effectif n'a pas aussi vraiment bougé, comme on pourra le constater. C'est une équipe qui, aujourd'hui, personne me dirait qu'elle a quand même qu'elle a un manque de moyens. Non. On a eu à Metokolo Mesa. Pour vous, c'est un club qui doit jouer les premiers rôles? Bien sûr, bien évidemment, parce qu'il y a les moyens. On parle d'une société, là. Et cette société regorge beaucoup de moyens. Tout est question d'ambition. À Metokolo, quand on l'a fait venir, on a senti tout de suite que voilà, c'est un projet où, aujourd'hui, avec l'effectif, il y a eu des arrivées, des départs. Oui, on allait prendre des joueurs dans le centre Swallows. Est-ce que le départ d'Ametokolo a été préparé? On a aujourd'hui un entraîneur ghanéen qui ne connaît pas trop les joueurs togolais, le football togolais, à mon avis, parce que c'est sa première, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la faute également aux dirigeants qui ne nous montrent pas tout de suite le cas de chasse qui est là-dedans. Moi, c'est une équipe qui me déçoit. Pour vous, qu'est-ce qu'il voulait pour aller chercher un entraîneur extérieur? Il n'y en a pas de la matière, de la qualité chez nous? Il y a de la matière, mais bon, tous les dirigeants ont quand même les ambitions à eux, mais faire venir tous un Ghanéen pour cette équipe, alors qu'on a eu des départs au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs également.
pour moi, c'était pas l'idéal. Le choix là, il fallait un locaux pour pouvoir accompagner ceux qui sont restés. Et bon, ça fait partie du flop pour l'instant dans ce début de saison. 3 matchs, 3 défaites. Il y a quand même des joueurs expérimentés qui peuvent être là. Il faut juste... Bon, peut-être Bruno Avoto va revenir. Il était avec le Chan la dernière Bruno fois. Avoto, son retour peut-être va être salvateur. On espère vivement qu'ils vont rebondir, mais pour moi, je crains fort pour ces équipes-là qui vont tout de suite se relever. Charles, votre interprétation sur le cas de la SOTR également? Non, je disais en début d'émission que l'entraîneur Oklo avait pris officiellement place sur le banc des Auterrois sur cette rencontre-là, mais j'ai parlé de l'environnement aussi la fois dernière. Mais vous savez, quand vous suivez un peu l'Assemblée Générale ordinaire de la SOTR, il y a de cela quelques semaines, c'était bien que l'équipe avait voulu jouer les grands rôles cette saison, les premiers rôles. Ben, si le club arrive à chercher un entraîneur ghanéen qui a fait Red Star Fox, ben, je me dis, ce club a de l'ambition. Seulement que l'entraîneur n'est pas arrivé au bon moment. L'entraîneur est venu prendre une équipe avec laquelle Messan Metokoro a beaucoup fait. C'est-à-dire que Messan Metokoro a su poser les bases. Poser les bases. Et il a su maîtriser ses joueurs. Ben, l'entraîneur, lui, vient d'arriver. Je pense que c'est cas par cas qu'il va voir les manquements de ce club. Ben, je pense qu'il était là depuis. Donc, de loin, il a vu beaucoup de choses. Et je me dis, peut-être à partir de la 4e journée, il saura changer la donne pour que la SOTR puisse obtenir ne serait que son premier point dans ce championnat, ce qui est très important. Un club qui s'est retrouvé 3e la saison dernière et qui se retrouve en bas de classement lors de la saison suivante. Je pense que ce n'est pas bien, surtout que au niveau des dirigeants, on mise sur le premier rôle. Cette année, c'est vrai, l'arbitrage a été critiqué la saison dernière par la SOTR. Cette année, ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt le club qui n'arrive pas à être sur le bon rail. Mais je pense qu'avec l'entraîneur, ça va venir. Ça va venir. Vous savez, je veux donner un peu l'exemple d'Asco avec l'Ivoirien Yao Amani. C'est parce qu'il y a eu des Togolais qui sont passés par là, qui ont su faire un travail de fond. Vous voyez, quand il est arrivé au bon moment, où il a eu à travailler beaucoup avec l'équipe, il a eu à connaître très rapidement nos joueurs avant de s'engager dans les éliminatoires de la Ligue des Champions. Mais avec Oklo, je pense que c'était limite. Il est arrivé à 2 semaines du démarrage du championnat. C'est vrai que c'est comment dit-on, c'est un défi pour lui aussi. C'est un défi pour lui, mais je sais que la SOTR va se relever, mais ça va être un peu difficile pour jouer les premiers rôles tels que ont voulu les dirigeants. La confiance affichée de Charles D'Anesto concernant cette équipe de la SOTR avec justement la complicité, l'accompagnement de Justin. On va regarder le graphique qui résume les résultats de la 3e journée de notre championnat avec CDF Akno qui a battu SOTR 3-1. Dombé qui s'impose 3-2 face à l'Étoile Filante. Le 0-0 entre Tambo et l'Entente 2, sans oublier la défaite de Gomido à domicile face à Gbolo-Essou. Et puis la victoire 2-1 d'Espoir FC du Zio face à Unisport. Et Tchévi, vous avez regardé ce match à Tchévier. 3 buts dans un match. Et puis bon, Espoir qui récolte les 3 premiers points de la saison. Oui, c'était très attendu par toute la population de la ville de Tchévier qui espérait cette victoire. C'est enfin arrivé pour relancer véritablement la saison. Sauf que voilà, c'est une victoire polémique aujourd'hui, même si sur la pelouse, c'était vraiment un score mérité parce qu'on a senti une équipe d'Espoir très motivée avec le public derrière qui est très exigeant. Et un public qui aujourd'hui doit être cadré à mon avis par ces dirigeants là parce que c'est parfois du n'importe quoi. Hier on a vu des images où je veux pas quand même cacher cela, des supporters qui prenaient du Purta et les lancer sur le banc de cette équipe de C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Le commissaire du match était tellement frustré où il a carrément demandé à ce que le match soit arrêté. Il faut identifier ces individus et les sortir du stade. Et les sortir du stade. Mais est-ce qu'on a quand même des caméras cachées pour cela? C'est là le défi également. Mais nos forces de l'ordre ont su intervenir tout de suite. Mais il va falloir qu'ils réagissent tout de suite en faisant sortir ces individus-là.
avec l'accord des dirigeants d'Espoir FC, parce qu'on ne veut plus revoir cela. On a connu cela de par la saison dernière où on a sanctionné cette équipe-là, le stade. Oui. Si les dirigeants d'Espoir FC veulent bien sûr continuer à jouer à domicile, il va falloir qu'ils puissent cadrer cela. Très important. C'était en but également à polémique sur jeu, mais bon, ça fait partie du football. Bon. Ou parfois c'est pas le cas, donc moi on n'a pas de VAR aussi dans notre championnat. Ça peut sentir sur le comportement de ces supporters. On peut être très exigeant, mais que ça soit dans le fair play, surtout avec l'amour de son penché, parce que ça ne sert à rien d'insulter l'adversaire tout le temps. Ça fait partie du football, mais c'est pas la bonne manière. Avec le doublé de Obi Ezekiel, ou au niveau du Nisport, l'entraîneur également. Vous voulez parler de Uroboli Traoré. Et quand vous êtes entraîneur, ben, ne vous fiez pas trop à l'arbitrage. L'arbitre est là pour faire son boulot. Il était emporté par... Le tien également. Il est très emporté, très en colère, où lui, il ne faisait qu'insulter l'arbitre. Et ça déteint sur l'équipe. Il oublie également son boulot. Son boulot, c'est comment faire pour pouvoir répondre. Rester concentré, cadrer ses joueurs. Ça n'a pas été le cas. Mais vous regardez le match, vous insultez l'arbitre, vous discutez par-ci et par-là. Non. Oh là là. Et que lui-même, il ne sera pas concentré. Les adjoints de nos entraîneurs en D1 Lonato, quel rôle ils jouent quel rôle? Vous posez la question. Et certains sont là, mais ils regardent seulement. Non. C'est un travail de collaboration. Absolument. Où aujourd'hui, il faut également cette peur-là pour l'entraîneur principal. Et ça, on ne le voit pas trop au niveau de nos agents entraîneurs dans le championnat. C'est malheureux que nos entraîneurs regardent, fassent leur boulot et laissent les arbitres tranquillement faire leur boulot. Les arbitres seront jugés à la fin du match également. Et n'oublions pas qu'il y a des commissions également d'homologuer justement. Qu'ils arrêtent d'intimider les arbitres, qu'ils fassent leur boulot, c'est tout. C'est le plus important. Messieurs, on a terminé avec justement la D1 de football. C'est fini comme cela. Vous voulez placer un mot sur un sujet? Oui, j'ai voulu. Oui, réagir sur quel... Non, mais dans l'ensemble des matchs. D'accord, de cette troisième journée. Oh oui, l'élimination du Togo dans les éliminatoires du CHAN. Oui. On réveillait les attaquants. Ah d'accord, dites-moi. Oui. Non mais quand vous voyez, moi c'est l'une des rares fois que je vois le championnat où il y a assez de buts. Assez de buts. 5 buts dans une Doumbé, étoile filante, Gomido, Golossou. Et puis 3-1. 3-1, c'est des SOTR. Vous pensez qu'il y a un lien? Oui, mais je pense que si on doit rester dans cette dynamique, je pense qu'on ne va plus manquer d'attaquants en équipe nationale. On rappelle que le match Asco Doumbé et puis AC Barracuda SK ont été reportés. Effectivement. Moi, je suis vraiment très séduit par les scores que les équipes ont enregistrés au cours de cette journée. Bruno Avotor, Akoro Bilali et tous les autres ont du pain sur la planche. Il faut marquer à chaque journée et beaucoup plus de buts, pourquoi pas. Messieurs, on va poursuivre cette émission pour parler désormais du CHAN avec bien sûr le tableau complet des sélections qualifiées pour la compétition qui a lieu dans 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et puis l'Ouganda. Ces 3 pays d'office, vous les comprenez, sont qualifiés. Et voilà, la dernière fois on a vu également la Mauritanie se qualifier, le Nigeria également. Et messieurs, pour regarder ce graphique là, attention, mais il y a le Niger qui est là sauf le Togo. Regardez avec nous. On voit le Maroc, bon naturellement le Maroc, le Soudan. On a la Zambie, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, l'Angola, le Rwanda, la RD Congo, il y a bien Madagascar, le Congo et puis la Mauritanie dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, justement, messieurs. Sans oublier le retrait de la Tunisie. De la Tunisie et de l'Égypte. L'Algérie également, la Tunisie également, qui ne veut plus disputer justement cette compétition. Voilà, bon, on attend de voir la suite. Est-ce qu'ils vont changer d'avis ou pas? Messieurs, le cas qui nous intéresse, il y a quand même 2. Il y a le cas de la Centrafrique qui décroche une qualification historique. Mine de rien, ça travaille. Oui, ça travaille. C'est une équipe qui aujourd'hui n'est pas qualifiée pour la CAN proprement dite, mais quand on a un championnat où il y a des joueurs, il faut plus de promotion. Aujourd'hui, Centrafrique, on peut être satisfait de par cette qualification historique pour une première au CHAN. C'est le travail juste qui fait venir le résultat. Face à quelle équipe d'ailleurs qui élimine le Cameroun, c'est pas un adversaire qui aujourd'hui personne va miser sur la Centrafrique comme quoi gagner le Cameroun pour se qualifier. Non, mais aujourd'hui ça a été fait, c'est parce que c'est une équipe qui s'est dit que voilà, avec le CHAN on peut aujourd'hui retrouver une équipe pour aller aborder les autres qualifications à venir. Donc c'est un travail qui s'est fait où on a
beaucoup plus la promotion des joueurs locaux. C'est d'ailleurs l'objectif de cette compétition. Donc pour moi, c'est juste une qualification historique qui vient après nous dire que voilà, le football centrafricain va prendre quand même de l'ampleur suite à cette qualification qui aujourd'hui doit exhorter les dirigeants à mettre beaucoup plus les moyens sur le championnat local, parce que aussi compter un peu plus sur les expatriés, les binationaux, où aujourd'hui ils se rendent compte que voilà, ça n'a pas payé. Donc grâce à cette qualification, ils peuvent toutefois miser sur la base qui est le championnat local. Donc ça vient à peu près. Pourquoi pas mettre en vitrine ce football local qui est le football centrafricain. Justement, sur cette équipe de la Centrafrique... Effectivement, c'est historique, mais tel que tu l'as si bien dit, il y a eu du travail qui a été fait dans l'ombre. À travers les projets goals de la FIFA, quand vous faites un peu un tour sur l'actualité, vous allez voir que il y a eu une direction technique nationale qui a été mise en place avec un technicien français qui a eu à beaucoup travailler au plan local. Et moi, je pense que ce résultat est à l'image du travail qui a été fait par cette équipe centrafricaine. Vous ne serez pas surpris peut-être de revoir cette équipe lors de la CAN 2027. C'est vrai, quand vous voyez, c'est une équipe qui semble avoir des difficultés côté financement. Mais je pense que cette qualification va ouvrir les brèches pour que ce soit les clubs, pour la sélection. Si vous vous rappelez, il y a le club qui s'est engagé en Ligue africaine des champions. Le club avait voulu désister à la dernière minute. Et pour ces matchs à domicile, c'était au Cameroun que la Centrafrique venait jouer. Bon, je pense qu'au fil du temps, vous savez, parfois les moyens peuvent manquer, mais il y a également la mentalité qui joue. Exactement. Et c'est ça le cas de la Centrafrique. C'est le cas de la Centrafrique. Je pense que les joueurs se sont donnés à fond par rapport au travail qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, le résultat est là. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Le Cameroun, vous savez, entre-temps, le Cameroun, ça a tendance à balbutier. Même au niveau, au niveau de l'équipe nationale, bien sûr. Ce n'est pas tellement, tant qu'il n'y a pas l'harmonie autour de la sélection, il y a toujours de... Mais pour moi, la Centrafrique, cette qualification, ce n'est pas un coup isolé. C'est un travail qui a été fait en amont. Vous allez voir la Mauritanie. La Mauritanie aussi, ça qui a surpris le Mali. Et a déposé le Mali sur le carreau. Effectivement, pour moi, la Mauritanie, ça ne m'inquiète pas. La Mauritanie, depuis pratiquement 5 ans, la Mauritanie s'est mise au travail avec des compétitions de jeux. En Mauritanie, ça joue au championnat U13. Vous imaginez? Ça joue au championnat U13. Donc, ça veut dire qu'au niveau des États, il y a une volonté manifeste d'accompagner la jeunesse en mettant les moyens financiers à disposition des fédérations. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat est là. La Mauritanie s'est déjà qualifiée au niveau des A à 2-4. Voilà, maintenant, le Chan, ça suit. Mais pas pour autant que le Mali a démérité. Le Mali aussi, il faut comprendre. Ça joue, mais parfois aussi, il y a la chance par rapport au travail que vous faites. Il y a la chance qui accompagne. N'oublions pas, messieurs, qu'il y a également cet aspect du but à l'extérieur, au niveau de la CAF, on n'a toujours pas abrogé cela. Donc voilà, on a fait 1-1 chez nous à Lomé, on a fait 0-0 de l'autre côté, ce qui a éliminé le Togo. C'est aussi le cas. Messieurs, parlons de l'élimination, on parle de la Côte d'Ivoire qui est restée sur le carreau. Face au Burkina. Justement, le voisin, tout comme le Cameroun, qui n'ira pas au Chan. On a également le Ghana. Le Ghana, éliminé par le Nigeria. On prend un peu le cas de la Côte d'Ivoire. C'était un peu surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant parce que sur les papiers, c'était la Côte d'Ivoire l'équipe favorite. Mais le Burkina, aujourd'hui, il faut comprendre que voilà, c'est également un championnat qui est très bien organisé. De qualité. Où on retrouve également des joueurs locaux en équipe A. Donc, pratiquement, ça l'a tout dit. Quand vous mettez les moyens en place, mais il n'y a aucune surprise devant. Donc, c'est les pays côtiers où aujourd'hui il y a cette rivalité-là aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. La meilleure équipe à gagner tout simplement, c'est le Burkina. Donc, une élimination qui doit exhorter tout de suite la Fédération ivoirienne de football. C'est bien aujourd'hui qu'on a un championnat pro en Côte d'Ivoire, mais dans la sélection, il va falloir revoir cela, c'est tout. Beaucoup de travail de fond. Je pense que l'image du Burkina trompe beaucoup de personnes. C'est-à-dire que pour le Burkina, on est dans le combat des djihadistes. Mais sur le terrain,
il s'agit le gouvernement en place met les moyens. Exactement. Il y a une communication, il y a une motivation. Vous allez voir, juste après la qualification de l'équipe, le président Ibrahim Traoré, il a fait un tweet pour féliciter les joueurs. Je pense que c'est-à-dire les joueurs sentent un président qui est proche d'eux. Exactement. Donc, concerné par... Voilà, par ce qui se fait. Oui. Donc, vous allez voir qu'il y a un travail qui se fait, mais on est plus préoccupé par le terrain politique. Ce qui fait que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu le championnat burkinabé, c'est plus organisé qu'avant. N'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le championnat médiatisé. Oui. On suit cela sur Canal+, et tout ça. Mais je pense que derrière, il y a un problème de management au niveau de la sélection, parce que quand vous voyez même NUTT, MS Faye qui est venu prendre la main pour la CAN 2025, je pense que la Côte d'Ivoire allait être laissée sur le carreau dès le premier tour. Au niveau de la sélection A, même chez les dames, toujours en Côte d'Ivoire chez les dames, vous allez voir que ça ne prend pas. Il y a un problème de management au niveau des sélections inférieures qui doit être réglé au niveau de la Côte d'Ivoire pour être dans le bain. Sinon, le Burkina Faso, vainqueur de la Côte d'Ivoire, moi ça ne m'a pas surpris. Et en plus, c'était un score renversant, 3-2. En tout cas, il y avait la motivation, le moral qui a joué pour ces joueurs. Le Nigeria, je pense que c'est un grand retour. Exactement, au niveau de cette compétition. Le Togo a eu à éliminer le Nigeria. Mais il fallait voir aussi cette période. N'est-ce pas? C'était les périodes des Nan, des Ouro, Agoro Ismaël, Tchakei Marouf. Oui, c'est-à-dire en ce moment, le vivier était là. Mais après... Traversée du désert. Traversée du désert, on en a encore pour quelques mois. Nous rappelons que le CHAN 2025 va se dérouler dans 3 pays, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce sera du 1er au 28 février prochain. On aura tout le temps justement de parler de cette compétition, du tirage au sort bien sûr de la phase de poule et ce qui va en suivre. Messieurs, on va faire le dernier virage dans cette émission pour parler de la rétrospective 2024 par rapport à ce qui nous a marqué durant les compétitions au Togo. On va évoquer le cas du tennis avec cette Coupe Davis qui a permis au Togo, en tout cas cette compétition face à la Lettonie ici à Lomé, qui a permis justement au Togo de pouvoir intégrer le groupe 1 mondial de la Coupe Davis. Vous vous rappelez bien sûr de cette... vous y étiez justement à l'époque. Oui. Mine de rien, c'est une réussite pour la fédération. Hein. Non, ben c'est une totale réussite. Déjà, même les infrastructures qui ont été modernisées. Oui. Et puis, il y a le président Rialé qui a fait en tout cas, un exemplaire travail. Hein. Moi, je l'appelle comme cela, exemplaire travail. Il a su mettre du sien et on a vu l'équipe togolaise qui s'est également donnée parce que ça fait déjà même longtemps que le Togo était absent en Coupe Davis. Un retour gagnant et maintenant on est à la porte ou bien carrément on est en groupe dans le groupe 1 maintenant on va jouer avec les grands. Oui. Donc je pense que c'est bien et là il y a un travail là aussi vous savez il y a un travail en amont qui a été fait par Romain Tagba d'avoir les circuits. L'ancien président, le réseau était bien tamisé. Effectivement, où il y avait les Isaac Padio, il y avait de ces jeunes là qui ont eu à participer à beaucoup de compétitions au niveau des cadets, des juniors et qui sont montés enseignants, qui ont eu la chance côté scolarisation d'aller poursuivre les études à grâce à des bourses également. À des bourses et aujourd'hui ils viennent défendre la nation parce qu'ils continuent par jouer à l'extérieur, ils s'entraînent. Donc je pense que ça a été bénéfique pour le Togo et le tennis aujourd'hui, le tennis est à un meilleur niveau, le tennis togolais à un meilleur niveau et toujours avec Rialé, il y a ce travail là au niveau des jeunes qui se poursuit. Le Togo continue par participer aux compétitions des jeunes, donc je me dis que on est là encore pour un temps au niveau du tennis et on va encore entendre parler de nous. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, hein, d'être toujours meilleurs dans les performances. Il y a eu des joueurs locaux, il y a ceux de la diaspora qui sont arrivés. Il y a eu un plateau de compétition pour ces jeunes, c'est tout ce qu'on leur souhaite tout le temps. Oui, c'est juste un brassage. C'est tout ce qu'on demande également au niveau des autres fédérations qui doivent à tout prix essayer d'être tout le temps en activité durant toute la saison et qu'après on puisse tout de suite retrouver les résultats. Charles parlait tout à l'heure d'un travail en amont où on se le rappelle en août dernier avec un atelier de formation pour pouvoir fédérer quand même les acteurs autour de 4 projets, intégrer également beaucoup plus de jeunes filles qui ne s'adonnent pas trop au tennis de table. Vous savez, au Togo, on a l'impression que d'autres disciplines sont réservées à une classe où c'est pas donné à d'autres également. C'est des disciplines qui ne sont pas pratiquées dans la rue, donc du coup c'est
difficile tout de suite de voir un jeune prendre quand même des raquettes pour aller jouer. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister quand même à une compétition de tennis de table. Il fallait voir l'engouement qu'a suscité cette compétition au niveau des jeunes qui prenaient quand même plaisir de taper tout de suite sur la table. Donc, je me dis que quand on a ces activités, quand on a des promotions, des joueurs expatriés qui viennent pour essayer d'échanger avec les locaux, ça suscite tout de suite de l'envie au niveau de ces jeunes-là. Et ça crée de l'émulation. On peut avoir quand même du plaisir en jouant du tennis de table et également gagner toute sa vie. Donc le sport n'est pas que plaisir, mais il est aussi gagnant pour quand même bien préparer son avenir. Donc chapeau à la fédération qui aujourd'hui a un défi à relever. C'est d'abord promouvoir encore des jeunes pour aller retrouver ces championnats-là. Donc que le travail continue, qu'on puisse les accompagner. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas pour nos ambassadeurs. Là, on parlait de la Coupe Davis avec le groupe 1 mondial intégré par le Togo. Et là, on va enchaîner avec le tennis de table, sinon la petite balle, justement, cette compétition avec le championnat d'Afrique. Le Togo y était, c'était en Éthiopie, avec justement la 5e place glanée par, bien sûr, les jeunes Togolais encadrés par leur senior qui vit aux États-Unis. Voilà, Fanny Dodji, mine de rien. Cette participation également a été honorable pour le Togo, Charles. Oui, le Togo est arrivé en 5e position au plan africain. C'est pas mal, mais je pense que cette équipe-là pouvait faire mieux que cela parce qu'il y a déjà 8 ans de cela, le Togo était arrivé à la 4e place avec une médaille de bronze au plan africain. Mais ce qui a à encourager, c'est que en individuel, le Togo commence par se faire une place au soleil. Vous savez, vous sentez qu'il y a de la progression? Oui, il y a de la progression. Ben, c'est normal avec l'expérience aussi de ces joueurs. En Éthiopie, il y avait l'autre là, Agbetoglo, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais avec les jeunes ils ont fait de leur mieux. Il y a Fanny Dodji qui a été éliminée en quart de finale en simple. Je pense que c'est déjà un pas parce que généralement les nôtres étaient éliminés soit en poule ou bien soit au second tour. Cette fois-ci on est allé encore un peu plus loin que cela et je pense que ça va continuer comme cela et pour les prochaines années le défi est énorme. La fédération manque réellement de dames. Il y a la sélection nationale dames, ce n'est que de nom. Derrière, il y a les sœurs Ama, Golda et puis Fanida et qui sont en train d'arriver maintenant. Il faudrait également d'autres jeunes qui puissent très rapidement intégrer. Ce qui est bien également pour cette fédération aussi, c'est qu'il y a des jeunes il y a quelques jeunes qui, grâce à leur scolarisation, se retrouvent en Europe maintenant et bon, je pense que ce seront des jeunes qui vont faire la fierté du tennis de table togolais dans les prochaines années et il n'y aura pas de rupture. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est la rupture qui crée vraiment la déception. Mais au tennis de table, je pense au niveau des hommes, il n'y aura pas la rupture. Ça va s'enchaîner, même avec s'il y a... Mais je pense même qu'au tennis de table, c'est lorsque vous êtes plus âgé que vous avez de l'expérience. Parce que quand vous voyez les Nigérians, c'est des joueurs de 45 ans, de 50 ans, qui sont là face aux nôtres qui sont dans la trentaine. Mais je me dis, Fanny Dodi, Agbetoglo, ils ont encore à donner à cette équipe, mais derrière, il y a cette jeune pousse-là qui arrive, qui les titille. Je pense que c'est bien pour l'évolution de cette discipline. Il est vrai qu'à côté du sport, c'est vrai qu'il n'est pas professionnel chez nous. Mais il y a les études à côté. À un moment donné, il faut arriver à concilier les deux. Oui, c'est aussi un défi. C'est un défi, c'est ce qui est difficile à faire au niveau de ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes. Concilier les deux en même temps, c'est un peu compliqué, où il faut également un suivi. Aujourd'hui, on a quand même la chance de retrouver un directeur technique au sein de cette fédération. Si je retiens Kaka. Donc, le premier Africain à battre un Chinois. Très important. Très important. Cela quand même doit susciter un Africain qui bat un Chinois qui est biberonné au tennis de table. Voilà, biberonné, c'est parce que depuis l'enfance, c'est ce qu'il sait faire. Donc, c'est pas rien. C'est aujourd'hui un très très grand avantage pour le Togo d'avoir un directeur technique qui s'y connaît en la matière pour dire à ces jeunes-là comme quoi vous pouvez concilier les deux, l'étude et la discipline. Donc nos problèmes au Togo, c'est le suivi.
on ne suit pas les athlètes une fois qu'on descend de la compétition. Exactement. Il n'y a pas cet accompagnement, il n'y a pas ce suivi-là. Oui, donc c'est les infrastructures, travail, les investissements. Construire une salle de tennis, ça ne dépasse pas le Togo. On avait accueilli quand même un championnat d'Afrique zonal au CTF. Parfois, si ce n'est pas CTF, la fois Togo, où on n'a pas de salle. Il faut qu'on arrive, quoi. Tout est question de politique sportive où tout le temps on chante là. Donc, les fédérations doivent travailler à ce niveau. On a un tutelle qui est le ministère des Sports, qui aujourd'hui doit quand même fédérer tous les acteurs dans toutes les fédérations pour pouvoir retrouver quand même ce côté professionnel. Le côté professionnel, c'est d'avoir des salles pour chaque discipline, des infrastructures pour généraliser. Donc, quand on n'a pas cela... Et ça, c'est l'État qui doit mettre ça en place pour les athlètes. Aujourd'hui, 80% des disciplines sportives se pratiquent en salle. En salle. L'escrime, le badminton, le taekwondo, le karaté, le handball, le volleyball. Toutes les disciplines si nous voulons bien sûr que tous les Togolais puissent s'adonner à ces disciplines, il faut quand même la vulgariser. Mais quand on n'a pas des salles, on a l'impression que d'autres disciplines se pratiquent seulement à Lomé. Lomé n'est pas que le Togo. Le Togo, voilà. Il y a quand même, il faut aller à l'intérieur du pays également pour faire comprendre aux autres comme quoi on a autre discipline à part le football et autres là. Donc c'est un travail qui doit être continué au niveau des fédérations pour que nous arrivions à se retrouver sur l'échiquier continental avec le même niveau des autres pays. Vivement, c'est tout ce que nous souhaitons pour parler en bien, en tout cas de nos athlètes, avec fierté et puis beaucoup de joie. Messieurs, on va refermer cette émission pour ce jour, mais sûrement vous aurez un message particulier qui vous tient à cœur à l'endroit de tous ceux-là qui vous soutiennent dans votre activité de tous les jours en tant que journaliste. Le message, c'est d'abord remercier la télévision SOS Docteur TV pour cette opportunité qu'elle nous offre. Le message également, c'est un merci à toi de nous permettre tout le temps d'être là pour parler sport. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus durant toute l'année, qui est à la fin comme cela. Bon, comme de coutume, c'est bonne année, santé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut demander. Aimons-nous les uns les autres. C'est quand il y a l'amour qu'on souhaite l'évolution de son prochain. Donc, on parlera sport si on a la santé. Et on est sur une télé de santé, donc la santé sera de mise et bonne et heureuse année 2025 à tout le monde. Le message est bien perçu. Charles Danesto. Oui, d'abord, souhaiter une bonne année au premier responsable de SOS Docteur TV, toute l'équipe sportive, l'équipe technique qui vous accompagne à chaque fois. Souhaiter également une bonne année à tous les téléspectateurs. On espère bien que 2025 sera meilleur et que on ne viendra plus parler avec peine de nos sélections, de nos sélections nationales. Ce sera, on parlera plus avec de la joie, parce qu'on espère bien que les choses aillent de mieux en mieux et on espère bien bonne heureuse année à tout le monde, santé surtout, prospérité dans nos activités. Messieurs, ça a été toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler des différentes thématiques liées au sport. Du fond du cœur, nous vous disons un grand merci et nous vous souhaitons une année pleine de lumière et surtout d'opportunités. Voilà, que nous puissions avancer, progresser dans tout ce que nous faisons. À toute l'équipe technique, santé et surtout prospérité. Et à nos internautes et téléspectateurs et téléspectatrices, restez toujours fidèles. Nous saluons votre fidélité. Nous sommes tout reconnaissants par rapport à tout ce que vous faites pour nous. Nous restons ensemble pour 2025 avec de meilleurs défis et surtout de meilleurs résultats. On se dit à très très vite pour parler d'autres thématiques sport sur SOS Docteur TV. Bonsoir chez vous.